communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses tous les mercredis à 12h30 et en direct et en partenariat avec Madines. À la fin de l'émission, on vous présentera la startup Bird Office, le Airbnb des salles de réunion. Mais juste avant, on va vous faire gagner du temps au démarrage de votre boîte en vous donnant un maximum de bons conseils pour vous aider dans la création de votre startup. Bonne émission à vous. Et si cet été, vous passiez vos vacances à réfléchir à votre création d'entreprise, en voilà une bonne idée. Et si c'est le cas, eh bien, je vous conseille un livre de plage, c'est celui-ci. Backpack, la startup Backpack, les 10 commandements du jeune entrepreneur ou entrepreneuse qui se lance, coédité par notre partenaire Madines, mais également par La Petite Étoile. Et aujourd'hui, nous recevons justement une des plumes de ce livre, Margot Derry. Salut Margot. Salut. Alors vous êtes prof entre autres à l'ESCP Europe, mais également la fondatrice de La Petite Étoile, qui est une boîte qui accompagne et aide les jeunes entrepreneurs à leur début. Un petit mot sur La Petite Étoile, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Donc depuis 3 ans, on accompagne les entrepreneurs dans leur travail sur le business plan pour les aider à bien se présenter et essentiellement lorsqu'ils vont aller chercher du financement. D'accord. Un petit mot également sur ce guide du routard un peu de l'entrepreneur qui se lance. Ça venait d'où l'idée et qu'est-ce que vous avez voulu faire concrètement ? C'est exactement ça, c'est le guide du routard de l'entrepreneur, sauf qu'il est un petit peu plus joli, en tout cas en termes de design. L'idée, elle est venue avec l'équipe de Madines. On avait envie de pouvoir mettre justement un petit peu sur papier tous ces bons plans, toutes ces bonnes idées pour se lancer. Donc on a essayé d'organiser les choses en 10 parties, un peu comme les 10 commandements, sur les 10 grosses thématiques de l'entrepreneuriat qui vont être la recherche de financement, la recherche de partenaires à mettre dans son équipe, la recherche de lieux même où travailler au début, la recherche d'éducation aussi pour compléter son éducation première un petit peu plus standard, etc. Et on a passé 1 an à essayer d'emmagasiner de l'info un petit peu sur tous ces sujets avant de sortir le livre, donc qui est Backpack, qu'on a sorti il y a quelques semaines. Qu'on peut trouver sur startupbackpack.co, c'est ça le site si vous voulez et à la Fnac aussi également. Ok. Également sur ce plateau, Jérôme Mazurel, le cofondateur de 50 Partners. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors 50 Partners, c'est un incubateur parisien créé il y a pratiquement 2 ans. Vous avez bientôt soufflé votre 2e bougie, qui donne accès à un réseau de mentors, d'entrepreneurs, à un hébergement, mais également un financement. C'est tout récent. Ouais. Et je rappelle que vous avez également fondé par ailleurs Investir en direct et vous étiez au tout début de l'aventure de Viadeo. Ouais. Ça remonte, mais c'est... vous étiez 4, oui. Ouais. Donc voilà, vous allez également nous parler de ce sujet de l'incubation. Comme d'habitude, on est en direct, donc profitez-en pour poser toutes vos questions à nos invités du jour, à tout moment de l'émission. Et l'idée aujourd'hui, évidemment, c'est de vous donner un maximum de conseils pratiques, j'insiste sur le mot pratique, si vous souhaitez justement créer votre boîte ou que vous venez de le faire. Et d'ailleurs, la première question que je voulais vous poser, c'est ça. Pour quelqu'un qui ne s'est pas lancé, quelles sont, ou plutôt, est-ce qu'il y a des étapes clés à franchir avant de créer son entreprise ? Une marche à suivre, en quelque sorte. Je me lance. Allez, Margot. Non, je pense que la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a une vraie différenciation dans le produit qu'on va offrir. Ouais. Donc cette première étape, elle est justement d'aller regarder un peu son environnement, d'aller voir les projets potentiellement auxquels on peut penser, pour voir s'il y a déjà des gens qui font la même chose ou s'il y a des gens qui font potentiellement à peu près la même chose, qu'est-ce qu'ils font de différent, bien comprendre l'entreprise qu'il y a derrière, depuis combien de temps elle s'est lancée, comment elle marche, etc. Ouais. Donc je trouve que la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a une vraie différenciation du produit qu'on veut proposer, parce que s'il y a déjà 3 personnes qui font la même chose, c'est bien sûr plus compliqué que si vous apportez une vraie innovation par rapport à ce qui existe. Donc moi, ça serait mon conseil là-dessus. Jérôme, un conseil à donner à ces personnes qui hésitent encore et qui voudraient savoir comment procéder ? Oui, non, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de créer effectivement, comme disait Margot, une différenciation par rapport à ce qui existe. Et une façon de le construire, c'est aussi par l'équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément gênant qu'il y ait plusieurs projets sur un même thème, mais si l'équipe et l'entrepreneur ont une différenciation par une expertise, par un savoir-faire, par un actif détenu, à ce moment-là, ça fait du sens de développer un projet là-dessus. Donc essayer de recruter au début une
équipe comme si on recrutait Oui, des alors, associés pour le moment? Alors au début, on ne peut pas recruter une équipe, Ouais. mais ça peut être s'entourer effectivement d'une équipe de cofondateurs Ouais. qui représentent des expertises complémentaires. Mais c'est effectivement plus ça, plus qu'on va construire comme actif différenciant, même au départ, sur Ouais. un projet qui va faire du sens et parler peut-être à des investisseurs, etc., que l'idée elle-même. C'est-à-dire D'accord. courir après l'idée, la bonne idée, ça ne fait pas vraiment de sens parce que de toute façon, l'idée, elle évolue, le projet il va évoluer, etc. Donc chercher, et d'ailleurs pour se lancer, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer, c'est qu'il ne faut pas avoir l'idée de génie. Il faut se lancer, il faut rassembler des gens et essayer de comprendre quel est l'actif qu'on construit ensemble pour pouvoir se positionner sur un marché, sur un secteur. Justement, vous me coupez ma transition. On entend souvent la phrase j'ai envie de me lancer mais j'ai pas d'idée. C'est ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces types de personnes qui on sent qu'ils ont envie mais bon ils se sentent bloqués par ce primat de l'idée avant tout? Moi, déjà, ce que je leur dis, c'est de quitter déjà leur job. Parce que j'ai plein de copains qui sont dans des boîtes et qui disent « j'ai pas d'idée ». Mais en même temps, quand on est pris par autre chose, c'est très dur vraiment de se consacrer à trouver la bonne idée. Donc parfois, il faut vraiment couper une expérience et puis se mettre à fond. Et après, je suis tout à fait d'accord avec Jean, mais il n'y a pas de... C'est pas grave si c'est pas une idée de génie dès le début, ça se peaufine. Il y a plein de startups qui ont commencé sur une idée ou sur une cible à laquelle elles s'adressaient, qui l'ont changé au fur et à mesure. Voilà, c'est pas grave. Il faut juste, une fois que vous avez trouvé l'idée, s'assurer qu'il y a la différenciation, qui était un peu mon premier point. Mais après, au tout début, vous pouvez tâtonner, trouver des choses, mais il faut vraiment réussir à bien s'y consacrer et à faire évoluer son produit au fur et à mesure. Pour trouver une idée, vous avez des méthodes, vous avez rencontré des gens qui avaient des techniques pour trouver des idées spécifiques, ou est-ce qu'il faut que ça vienne de l'intérieur, il faut que ça vienne de ce qu'on a vraiment envie plus profondément? Oui, encore une fois, je pense que chercher l'idée, c'est pas vraiment, ça doit pas être ça l'Eldorado pour se lancer. C'est plutôt faire un bilan, une analyse à la limite des actifs qu'on a soi. Alors si on a déjà une expérience professionnelle, on a des acquis, on a des contacts, on a des réseaux, on a des idées sur un secteur. De là peuvent venir effectivement les bonnes idées ou les bons business à monter. Si on sort d'école, ça peut être, je m'intéresse à tel sujet ou j'aime bien la planche à voile, le kite ou j'en sais rien, et d'aller chercher des idées autour de choses qu'on connaît et de problèmes qu'on identifie. Je pense que c'est ça qui est important. Après, de dire dans l'absolu, je vois que les objets connectés, que le cloud, tout ça, ça marche, je vais me mettre là-dessus. Ça fait pas vraiment de sens parce qu'on n'a pas a priori de compétences là-dessus. Donc la recherche de la bonne idée, c'est pas une bonne idée. La recherche de quel est l'actif que soi-même ou que l'équipe qu'on va rassembler peut représenter sur un secteur ou sur un jeu de données, ça c'est une bonne idée. Quelle valeur ajoutée est-ce qu'on peut apporter à nos clients? Personnellement, Margot, comment ça s'est passé? Ça s'est fait très naturellement, l'histoire de la petite étoile il n'y a pas eu vraiment de déclic, ça s'est fait au fur et à mesure? Il y a des évolutions. Enfin, il y a eu un déclic de démarrage, d'avoir envie de faire quelque chose de vraiment utile et d'apporter de la valeur. Et puis oui, ça s'est dessiné au fur et à mesure. On a commencé au début que sur un mode un peu cabinet de conseil, mais finalement adapté aux petites boîtes sur la problématique uniquement du business plan. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit c'est peut-être bien de cibler le secteur du numérique parce qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et l'accompagnement qui est dispensé, public notamment, il n'est pas vraiment adapté à cette cible-là. Puis après, on s'est dit ça peut être pas mal aussi de tester sur le online, voir s'il n'y a pas aussi des choses intéressantes qu'on peut faire. Progresser petit à petit. Voilà, on progresse au fur et à mesure. Le livre, il est venu aussi après, donc c'était pas du tout une idée de départ. Enfin, ça se construit au fur et à mesure et c'est intéressant de voir justement sa toute première version de site internet et 2-3 ans après où est-ce qu'on en est par rapport à ce premier message qu'on a communiqué. Alors justement, on parlait du business plan. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent est-ce qu'il faut commencer en faisant un business plan dès le début ou est-ce qu'il faut le faire plutôt après, dans la phase de levée de fonds? Qu'est-ce que vous conseillez, vous tous les deux? Moi, je pense que ce qui est intéressant dans le business plan, je pense que c'est intéressant de faire un business plan. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut faire un business plan. Non pas pour les investisseurs et parce que ça ne va pas venir tout de suite ou pour des gens extérieurs, mais pour soi-même. Donc, je pense que c'est intéressant de prendre un template de business plan, et il y en a plein, pour pouvoir creuser. Notamment sur le businessplan.fr, absolument. Et qui permet de rentrer effectivement dans chaque sujet et d'aller se poser des questions. Parce que quand on dit la concurrence sur votre domaine, en général, il y a 2 phrases de type j'ai pas de concurrence ou c'est Google ou j'en sais rien. Si on se pose et qu'on demande d'écrire 2 pages sur la concurrence, on va devoir rentrer dans le détail, aller voir ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays, aller voir ce qui se passe en France, quels sont les concurrents indirects, etc. Et ça va permettre à l'entrepreneur de structurer une compréhension beaucoup plus forte et beaucoup plus complète de son business. Donc c'est intéressant de faire un business plan pour soi. Donc moi je te dis, faites un gros business plan de 50 pages et vous le mettez dans un tiroir. Mais c'est pour vous qu'il faut le faire. C'est plus ça qui est intéressant. Margot, vous bien sûr, je suis forcément d'accord avec ça. Sinon, je ne peux pas
cet accompagnement là-dessus. Et notamment, je suis d'accord sur les critères de marché. Rien que de connaître justement ce dont je parlais au début, son environnement, sa concurrence, etc., ça a un impact qui peut être énorme dans la manière dont on va proposer son produit. Ouais. Donc cette notion-là, elle est importante. Et puis aussi, je trouve ça force à réfléchir à comment je vais pousser mon produit demain sur le marché. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'impression d'avoir un bon produit et disent, bah oui, ça va se faire naturellement. Ouais. Bon, je vais faire un peu de, je sais pas, relations presse ou je ne sais quoi, et ça va partir. Bah non, c'est pas si simple. Même des très bons produits, s'ils sont pas bien poussés sur le marché, ils partent pas. Donc ça permet aussi de réfléchir un peu à des bons leviers pour justement pousser son idée sur le marché et faire en sorte que demain, il y a des gens qui l'achètent. Donc c'est un peu ce but de réflexion sur soi-même, sur son projet, qui est intéressante avec le business plan. Alors, je vous propose d'avancer dans cette phase de création d'entreprise. Là, on passe aux formalités. Bon, c'est très technique, hein. Il suffit d'aller sur les sites, notamment de la PCA, pour voir comment ça marche. C'est pas forcément très difficile en soi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs quand même qui posent la question, est-ce que la structure juridique compte, SARL, SAS, SA, etc. Est-ce que vous, c'est des questions qu'on vous pose généralement? Est-ce qu'il y a des structures à privilégier ou est-ce que finalement, ça dépend vraiment du secteur et de la personne? Non, alors c'est effectivement pas un sujet très complexe, mais globalement pour un entrepreneur qui veut se lancer et qui a des velléités capitalistiques à terme, que ce soit de lever des fonds, et puis de faire toute l'aventure jusqu'à l'introduction sur la Nasdaq, c'est mieux d'être une SAS globalement. Après, il y a plusieurs éléments qui peuvent justifier de choisir un format différent, mais globalement c'est le format le plus souple aujourd'hui pour monter une start-up. SAS. Alors le premier chapitre du livre, là on arrive, on a créé son entreprise, ça y est, on a acheté son livre, on le lit et on tombe sur la première partie qui est Tout ira, les outils de l'entrepreneur. C'est quoi vous personnellement, en tout cas les 3-4 outils que vous utilisez au quotidien ou en tout cas que vous conseillez aux entrepreneurs d'utiliser et qui font vraiment gagner du temps et permettre d'optimiser la vie de sa start-up? J'y vais. Margot, vas-y. Alors moi, j'utilise un petit peu moins, mais j'ai beaucoup utilisé Asana. Asana, donc c'est un outil pour justement optimiser le travail collaboratif avec son équipe. ASANA? Oui, ASANA, donc qui est un bon outil. Après, dans les outils qu'on a mis, il y a tous les outils pour faire des présentations. Donc ça aussi, c'est intéressant. Moi, j'aime bien... Il n'y a pas que PowerPoint. Il n'y a pas que PowerPoint, exactement. Donc moi, j'aime bien, notamment quand les startups, au tout début, elles font une petite vidéo de présentation de leurs produits. Donc là, il y a Powtoon qui peut être un outil intéressant. Il y a Pitchy aussi qui permet de faire des vidéos pour... Pitchy, Powtoon, P-O-T-U-M? P-O-W-T-O-N. D'accord. Pitchy, P-I-T-C-H-Y, voilà, exactement. Donc ça, c'est des bons outils aussi pour commencer, se faire une petite vidéo de présentation. Je trouve que c'est toujours pas mal quand même d'avoir une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute au tout début quand on se lance. Et après, les outils aussi qui peuvent être intéressants, c'est des outils pour faire son site aussi rapidement. Oui, alors ça, c'est une question que je vais vous poser. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de compétences techniques ni de développeurs? Pour des sites vitrines de démarrage, il y a par exemple Strikingly. Alors S-T-R-I-K-I-N-G-L-Y. Qui peut être aussi une bonne ressource, une startup américaine et qui permet vraiment de faire un premier site très basique de présentation une page en 15-20 minutes. Donc ça peut être des bons outils lorsqu'on se... C'est comme ça que vous avez commencé d'ailleurs, vous, non? Moi, à l'époque, ça n'existait pas. J'avais fait avec Wix, qui est pas mal aussi, qui est pas mal aussi pour commencer. Jérôme, aussi, des outils que vous utilisez ou que vos startups utilisent et qu'elles recommandent? Oui, je pense que tous les projets qu'on accompagne utilisent des outils différents et on n'a pas de dogme par rapport à ça en disant qu'il faut utiliser ça ou ça ou ça. Je pense que le livre de Margot est très bien pour donner des idées sur les outils qui existent. Après, je pense qu'il ne faut pas trop théoriser ou dire voilà, j'ai besoin absolument d'avoir tous les bons outils pour me lancer. Encore une fois, ce qui est important, c'est quel est le projet qu'on va développer, de se mettre au contact des clients, de construire le projet et d'utiliser les outils d'abord qu'on maîtrise pour ne pas se compliquer trop la tâche non plus et qui correspondent aux besoins. Quand on apprend à jouer au tennis, on n'a pas la raquette de Nadal, tout le matériel, on n'a pas besoin de tout le matériel qu'il faut. Après, dans le temps, on construit, effectivement, on utilise des outils comme Asana qui sont effectivement très bien ou d'autres, mais voilà, au début, il ne faut pas trop se prendre la tête sur j'ai besoin d'avoir le kit total du start-upper pour me lancer. Il faut se concentrer sur le projet et sur l'équipe qu'on va construire autour surtout. Autre question également qui se pose, c'est l'hébergement quand on se lance et qu'on a pour beaucoup qui nous regardent non pas un rond, c'est quoi les solutions dans ce cas-là, à part se lancer de chez soi, de son petit appartement ou grand appartement, ça dépend. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas-là?
Ça dépend de l'appartement. Mais je pense qu'aujourd'hui, à Paris surtout, et depuis quelques années, l'écosystème s'est beaucoup développé. Ouais. Il n'y a pas de problème à se loger pour un entrepreneur. Je pense que ce qui est important pour l'hébergement et pour les bureaux, c'est effectivement d'être entouré. Je pense que d'être chez soi ou dans un bureau aussi spacieux, aussi sympa qu'il soit, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et qu'aller dans des pépinières, des incubateurs, et il y en a des tonnes. La mairie de Paris a ouvert les 3 dernières années plus de 100 000 m² de bureaux et c'est pas fini. Ouais. Donc c'est pas compliqué de trouver des bureaux dans des incubateurs aujourd'hui. Et donc il faut utiliser ces solutions-là. Donc il suffit d'aller sur tous les sites qui existent, etc. Chez Fifty Partners, on a une dans le livre, vous voulez référencer tous les espèces de coworking, d'incubation, enfin tous, ça a évolué depuis forcément, mais on fait ce travail-là. Je trouve que c'est... Enfin, moi, j'ai toujours partagé des bureaux. Depuis le début, on n'a jamais été seul. Et je pense que ça apporte vraiment énormément. Ouais. Déjà, en termes de réseau au tout début. Moi, mes premiers clients, je les ai trouvés par les copains, des gens avec qui je partageais les bureaux, etc. Et puis, au bout d'un moment aussi, c'est quand on avance dans son projet, qu'il y a des nouvelles problématiques qui apparaissent, de management d'équipe, etc., c'est sympa de pouvoir en parler aussi avec les autres startups qui partagent des locaux. Donc, je trouve que c'est très bénéfique pour les projets. Les espaces de coworking, effectivement, maintenant, il y en a beaucoup. Et c'est une grande chance qu'on ait ça parce qu'il y a 3 ans, ce n'était pas vraiment le cas. Vrai. Donc, c'est un très bon atout de démarrage. La question de l'incubation, justement, on en parlait. Est-ce que, pareil, est-ce que ça n'a que des avantages ou est-ce que ça ne convient pas forcément à toutes les startups de se faire incuber? Qu'est-ce que vous, en tant qu'incubateur, et vous voyez des dossiers arriver aussi au quotidien? Oui, alors, du coup, je reviendrai peut-être un tout petit peu en arrière en disant que sur un projet qui débute, il y a 2 choses importantes. Il y a effectivement l'idée qu'on va construire et l'actif qu'on construit qui va permettre de s'imposer sur un marché ou de tenter une aventure sur un marché. Et puis, il y a effectivement le métier d'entrepreneur à maîtriser. Le livre de Margot est un bon outil par rapport à ça, mais ça montre qu'effectivement, quand on se lance, il faut maîtriser son sujet, être très bon sur son secteur, et puis il faut maîtriser un peu le métier d'entrepreneur parce que c'est un métier. Ça veut dire qu'il faut construire la boîte, il faut être un manager, il faut savoir recruter des personnes, il faut savoir se développer, il faut savoir lever des fonds, etc., etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est un peu un métier. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur qui a déjà eu une première aventure a beaucoup plus de valeur qu'un first-time entrepreneur. Mais donc, quand on est first-time entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'acquérir toutes les compétences ou les éclairages qui vont permettre de mieux maîtriser ce métier qui n'est pas inné et qu'on demande à personne d'avoir en sortant d'école et qui s'apprend. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de s'entourer, on va dire, en deuxième cercle, au-delà des cofondateurs ou des salariés, en deuxième cercle de gens qui vont pouvoir éclairer sur ces sujets-là. Et donc, et là ça répond à ta question, que l'incubateur ou l'accélérateur ou toutes les solutions qui existent sur ce sujet-là, faut trouver la bonne pour chacun, mais est une façon de venir éclairer des sujets, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis de sujets qui ne seraient pas, qui ne sont pas core business. Donc oui, l'incubateur ou un accélérateur sont des très bonnes solutions pour... alors ça peut être soit ça, soit s'entourer de 5-6 entrepreneurs très expérimentés. Des mentors, comme on dit. Des mentors ou des investisseurs. On peut rassembler un advisory board de 5-6 entrepreneurs très quali, si on pense qu'ils vont pouvoir apporter les bons éclairages et sur le secteur et autour du métier d'entrepreneuriat. Et ça donne des vrais atouts au projet pour aller plus loin. Voilà. Et c'est quoi justement pour les startups qui nous regardent, qui souhaiteraient être incubées? Vous, en l'occurrence, c'est quoi vos critères de sélection? Sur quoi est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est les mêmes que pour des investisseurs? Est-ce que vous regardez le business plan, l'équipe, etc. Ou est-ce que vous avez d'autres critères différents? Alors non, c'est forcément effectivement pas les mêmes critères qu'un investisseur parce qu'on intervient en amont de l'accompagnement sur des projets. Alors chez Fifty Partners, on accompagne des projets qui sont constitués, où il y a une équipe qui était, on va dire, rassemblée, un sujet qui a été identifié, souvent un premier produit qui est lancé et parfois même un peu de chiffre d'affaires. Donc on est au début, mais une fois que c'est un petit peu quand même démarré. On accompagne 6 ou 7 projets par an. Et c'est quoi, vous, les facteurs essentiels que vous regardez dans les dossiers? Et les critères effectivement principaux, parce que, encore une fois, à ce stade, le projet n'est pas suffisamment développé. L'actif principal, ça va être le sujet qui est traité. Est-ce qu'il y a une profondeur de marché? Est-ce que si on cartonne le projet, est-ce qu'au final on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 200 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires? Donc est-ce qu'il y a un potentiel pour faire quelque chose d'intéressant et notamment à l'international? Et 2, est-ce que l'équipe qui est rassemblée nous semble suffisamment pertinente, experte, ouverte et complémentaire
pour pouvoir aller adresser ce sujet. D'accord. Parce qu'encore une fois, le projet il va beaucoup évoluer, il va y avoir plein de pivots, de changements, etc. Est-ce que l'équipe est capable de faire ces mouvements? C'est ça qui pour nous est essentiel. Margot, on arrive au terme de ce talk. Est-ce que vous avez des erreurs que vous voyez souvent chez les entrepreneurs que vous accompagnez, que vous conseilleriez de ne pas faire évidemment aux entrepreneurs qui nous regardent? C'est quoi les erreurs types que souvent on fait quand on se lance, pas la première fois en tout cas? L'erreur qui est finalement à la conséquence bien sûr la plus grave, c'est une mauvaise association au démarrage. Et voilà, il y a beaucoup de projets qui ne vont pas à leur terme parce qu'il y a une mauvaise entente entre les associés. C'est un vrai mariage avec quelqu'un. Donc je pense de prendre du temps, de bien tester la personne. Parfois, ça arrive d'avoir des gens qui disent on vient de se rencontrer il y a 15 jours, on monte la boîte ensemble, tous les deux on a envie de faire ça. Non, il faut vraiment passer du temps à bien connaître la personne. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes avec qui je pourrais monter une boîte à deux parce que ça se... Voilà, c'est compliqué de trouver un fit là-dessus. Donc voilà, je pense que une mauvaise association, ça a une conséquence bien sûr qui est fatale. Donc ça serait la plus grosse erreur. Après, je ne sais pas s'il y a des généralités. Que vous voyez dans les investissements. Il y en a plein, mais on peut faire un focus intéressant peut-être sur le financement, où nous on voit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir avec des mauvaises idées sur le financement et qui disent je me lance, je veux lever $2 millions et pour me développer, donnez-moi $2 millions, je vais vous montrer ce qui se passe. Et souvent c'est une erreur parce que c'est des entrepreneurs qui vont passer du temps à essayer de lever des fonds qui vont aller voir des VC, parce que les VC vont rencontrer tous les entrepreneurs, c'est leur travail. Donc on va avoir des entrepreneurs qui vont passer beaucoup de temps à essayer de lever des fonds de la mauvaise façon. Donc c'est important sur la levée de fonds de bien calibrer et le timing et le montant et les interlocuteurs qu'on va aller voir. Et ça revient aussi un peu à l'accompagnement. Il faut demander à des gens qui l'ont fait ce qu'il faut faire. Si je suis au tout début, je ne peux pas lever plus de 200, 300, 400, 500 000 euros au départ et je vais plutôt aller voir des business angels. L'étape d'après, je vais lever 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Et il ne faut pas se laisser un peu avoir par, si on lit la presse, et notamment sur les levées de fonds aux États-Unis, etc., on dit je comprends pas, je viens de lever mon projet, je sors d'une école, aux États-Unis, ils lèvent $10 millions et ça se passe bien. Non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est important de vraiment remettre les pieds sur terre là-dessus et de ne pas se tromper dans la démarche de levée de fonds parce que c'est chronophage et ça peut planter un projet. Très bien, on a fait le tour, c'est difficile de faire le tour de ce sujet, surtout en une demi-heure. Si en tout cas, je vous conseille, si vous souhaitez approfondir le sujet, ce livre Startup Backpack, Backpack on prononce. Il y aura peut-être une deuxième édition, il sera agrémenté peut-être. On a déjà remis à jour une fois là, depuis le lancement, il y a au mois de mars. Donc il est constamment remis à jour, on imprime en peu d'exemplaires pour justement pouvoir le mettre à jour régulièrement. Très bien, bon. Le livre de plage de cet été. On passe maintenant au Money Time de cette émission. On reçoit la startup Bird Office. Money Time, c'est une jeune start-up qui vient présenter sa boîte. Et aujourd'hui, nous recevons Bird Office avec son cofondateur. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, je ne le savais pas. Moi, c'est le plus grand des hasards. Vous faites partie justement de 50 Partners. Je l'ai appris en réalisant cette émission. Qu'est-ce que c'est Bird Office en deux mots? Bird Office, c'est la première plateforme de réservation d'espaces professionnels à l'heure ou la journée. En fait, nous mettons en relation des entreprises qui ont des espaces disponibles, tels que par exemple une salle de réunion, qui souhaitent la monétiser, avec des gens ou des entreprises qui recherchent des espaces professionnels à l'heure ou la journée. D'accord. On va voir justement un exemple à l'écran de votre site. L'avantage pour les deux parties, c'est quoi concrètement? Pour les deux parties, en fait, c'est de trouver donc, un compromis. Donc nous, on est juste une interface de mise en relation. Et en fait, ils trouvent un compromis sur le prix. Et en fait, on simplifie toute la démarche de réservation et de paiement. D'accord. Alors, je présentais tout à l'heure au début d'émission comme le Airbnb de la réservation de salles de réunion. Vous fonctionnez un peu de la même manière, avec un commissionnement à la transaction, ça de l'ordre de 20%? Exactement. En fait, Bird Office se rémunère à la commission sur chaque réservation effectuée à hauteur de 20%. En fait, on justifie ce tarif parce que nous faisons toute la démarche administrative pour les entreprises. Nous assurons un cadre légal avec un contrat donc, qui a été fait par des avocats et ensuite, toutes les prestations sont assurées. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous aussi, vous avez d'autres prestations en plus, je ne sais pas moi, un service de taxi pour les personnes qui veulent repartir ou
je sais pas, de ce qui se fait d'habitude dans les salles de réunion classiques. Exactement, pour aller de bout en bout, pour organiser sa réunion de façon optimale, on propose de nouveaux services sur notre site. On a signé d'ailleurs un partenariat la semaine dernière avec Lascroute et on est en train de mettre en place donc un système en fait de livraison de plateaux repas. Comme ça, quand vous faites une salle de réunion, quand vous faites une réunion toute la journée et que vous avez besoin de faire une pause à midi, on vous propose justement de vous restaurer directement dans la salle. C'est quoi actuellement? La startup est créée depuis 6 mois maintenant. C'est quoi votre travail? C'est référencer un maximum de salles pour avoir un maximum d'offres au début, ou au contraire essayer de chercher des clients qui vont réserver, ou les deux d'ailleurs? Sur quoi est-ce que vous orientez votre stratégie actuellement? Alors c'est le vrai challenge des places de marché, c'est-à-dire qu'on a à la fois une offre à construire et une demande à trouver. C'est ça. Et donc du coup, on s'est rendu compte avec mon associé Arnaud que les choses montaient step by step et qu'en fait l'offre appelait la demande. D'accord. Donc plutôt se centrer sur l'offre au début? Exactement, toujours se centrer sur l'offre au début. La demande viendra par la suite, donc grâce au référencement naturel et aux investissements qu'on peut faire derrière en marketing. Et justement, comment est-ce que vous faites pour trouver des salles très concrètement? Est-ce que vous faites comme Airbnb au tout début, faire du porte-à-porte dans les entreprises? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de... Ouais, c'est complètement ça. Au début, c'est vraiment du porte-à-porte et du démarchage. Ouais, d'accord. Même sur le web, on peut faire ça. Un petit mot, Jérôme, vous connaissez très bien, j'imagine, Bird Office. Qu'est-ce que vous pensez du concept? Donc, Mickaël et Arnaud qui nous ont rejoints il y a quelques mois et qu'on accompagne très volontiers. Moi, je pense que ce qui est intéressant, au-delà de l'idée qui est intéressante, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, avec des projets notamment aux États-Unis qui fonctionnent très bien, mais je pense qu'au-delà de la mise en relation sur les salles de réunion, ce qui est intéressant, c'est tout le service qu'ils proposent autour et notamment l'assurance. C'est-à-dire que c'est un peu comme Drivey qui ne fait pas juste que mettre en relation des gens qui vendent leur voiture, c'est qu'ils proposent le cadre légal et l'assurance qui fait que on est très content de passer par eux, même si on connaît quelqu'un qui veut prêter sa voiture. Donc, c'est un peu la même chose pour Bird Office et voilà, je leur prévois un grand avenir. Ah, très bien. Vous connaissiez dans Oui, on se connaît déjà de HEC. Non, moi j'aime beaucoup le service, j'aime aussi l'ergonomie du site. Je trouve qu'il y a un vrai travail aussi d'expérience utilisateur qui est faite. Et déjà, pour un démarrage, je trouve qu'on est déjà sur un très beau produit. Comment vous avez fait d'ailleurs pour avoir un tel design de site? Est-ce que vous avez un développeur en interne? Est-ce que vous passez par une agence pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent arriver à un résultat comme le vôtre, par exemple? Alors, les questions techniques sont toujours très compliquées quand on n'y connaît rien en informatique à début. Donc, moi, j'ai rencontré mon associé Arnaud à HEC Entrepreneur. Donc, pas forcément des compétences techniques quasiment aucune. On a mis presque 9 mois à trouver notre développeur actuel. On a eu beaucoup de problèmes sur ces points-là. Une fois qu'on l'a trouvé, effectivement, ça a été beaucoup plus rapide par la suite puisqu'on a monté la plateforme en 4 mois. Et comme vous l'avez trouvé, justement, c'est en networkant, en faisant des apéros? Exactement, c'est par le réseau, en fait, c'est d'amis. Voilà, on essaye de mettre à contribution tout son réseau pour trouver la bonne personne à associer au projet. Okay. C'est quoi l'histoire de Bird Office, justement? Ça vient d'où cette idée? C'est né justement dans le master entrepreneur ou Alors exactement, c'était une mission création d'HEC Entrepreneur proposée par Nicolas Cohen, qui est le fondateur de A Little Market. D'accord. Voilà, et qui nous suit d'ailleurs actuellement sur ce projet. Donc l'objet de la mission était d'optimiser les espaces disponibles dans les entreprises. D'accord. Et du coup, ça a permis d'engendrer aujourd'hui la société Bird Office. Poursuivi, parce que la mission création, c'est la première dans le processus de mémoire de ce master. Vous avez continué du coup à créer votre start-up en parallèle de vos études au début? Alors à la fin du master, on s'y est mis plus sérieusement, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est la question qu'on pose généralement aux entrepreneurs qui sont à votre place. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que vous cherchez à vous faire connaître? Est-ce que vous cherchez des partenaires à l'international? Les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Alors aujourd'hui, effectivement, on cherche à la fois donc, à se faire connaître et on est aussi en recherche de fonds puisqu'on va commencer à chercher un peu des fonds au début du mois de septembre, voilà, à hauteur entre 700 et 1 million d'euros. Et donc aujourd'hui, on cherche vraiment à augmenter la taille de notre réseau. On prévoit un développement à l'international d'ici le début de l'année prochaine en Belgique et en Suisse. Donc effectivement, si des gens ont des contacts dans ces pays-là, on serait ravis de pouvoir en discuter avec eux. Et la question de la concurrence, on en parlait tout à l'heure dans le cadre de cette émission. J'imagine qu'il y a beaucoup déjà d'acteurs sur le marché. Comment est-ce que vous allez vous différencier? C'est quoi votre stratégie actuelle? Alors effectivement, les acteurs sont des acteurs comme les hôtels ou les centres d'affaires qui aujourd'hui représentent la majorité de l'offre. Nous, on se démarque parce que justement, on est une plateforme qui est alternative. Les plateformes comme les nôtres, en fait, il n'en existe pas encore en France. Nous, on s'est benchmarké en fait sur un modèle américain qui s'appelle Liquid Space
qui existe depuis 3 ans et aujourd'hui ils font $1 million de chiffre d'affaires par mois et ils ont levé plus de $12 millions. Voilà. Donc nous on aimerait être le liquid space européen. Européen du moins. Exactement. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Bon vent pour Bird Office, donc le Airbnb des salles de réunion comme je le disais. Merci Margot, je rappelle, Startup Backpack, votre livre de chevet. Et Jérôme de 50 Partners, bon vent également à vous. Peut-être une petite actualité sur 50. Demain, on parlait de la soirée création d'entreprise accélérée, c'est ça? Oui, alors de l'actualité, il y a beaucoup de choses. Demain, on fait quelque chose qui est sympa dans le cadre du thème qu'on évoquait, puisqu'on fait une soirée Startup Night, qui va permettre, donc il y a 40 personnes qui sont inscrites, et donc ça va représenter 10 équipes qui vont monter en 3 heures, qu'on va aider tant que faire se peut, des projets en 3 heures, et donc ça aura lieu la nuit avec un jury à minuit d'investisseurs qui ont bien voulu se prêter au jeu même tard le soir. Et donc ça va être assez intéressant et on va essayer de les mettre sur la voie de l'entrepreneuriat et de faire tout ça. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau. Cette émission d'ailleurs sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, le site de La Tribune et celui de l'APCE. Je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous qui va parler d'entrepreneuriat, start-up. Bonne émission à vous, bonne semaine à vous. À bientôt.